Pour être objective, je commencerai par dire que par rapport au début de mon militantisme qui se situe en 1974 ou même un peu avant, parce que quand j'étais à Saint-Louis, j'avais créé le Réveil des femmes à Saint-Louis, une association de femmes pour un peu vulgariser leurs droits. Et ensuite, je suis membre fondatrice de l'association des juristes sénégalaises. Donc, en partant de ce regard-là, je peux dire qu'il y a eu beaucoup de progrès, mais qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Par rapport d'une part à la législation, où c'est vrai qu'on a dans notre pays, depuis les indépendances, depuis les constitutions, les premières constitutions, dans les faits, dans le droit, on dit bien qu'il y a une égalité entre les hommes et les femmes. Mais le problème s'est toujours posé au niveau des faits, parce qu'on se rend compte que cette égalité n'est pas effective et qu'il y a encore beaucoup de discrimination. Alors, avec l'avènement des instruments internationaux, aussi bien au niveau international qu'au niveau régional, on a vu qu'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits, puisque notre pays, le Sénégal, a adhéré à toutes les conventions, je dis bien toutes, internationales et régionales, et pour la plupart sans réserve. Sans réserve, ça veut dire qu'ils n'ont pas trouvé, disons, de dispositions particulières qui pouvaient faire qu'ils ne le fassent pas sans réserve ou avec des réserves. Et malheureusement, il n'y a pas eu encore d'harmonisation entre ces instruments internationaux que je viens de citer et notre législation nationale. Et c'est un peu là où le bât blesse, parce qu'on se rend compte qu'on aurait pu faire des avancées beaucoup plus importantes. Mais malheureusement, il y a encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de discrimination, beaucoup de choses qu'il faut faire pour que la femme puisse effectivement jouir de tous ses droits. Et je disais, je ne parle pas de droits des femmes, parce que ce ne sont pas des droits particuliers aux femmes, ce sont des droits humains qui appartiennent à toute personne, qui sont inhérents plus exactement à la personne humaine, et les femmes en font partie. Il y a aussi des droits spécifiques pour la femme en raison de sa fonction de reproduction. Les obstacles majeurs, je dirais d'abord, il y a un problème de mentalité. Mentalité qui émane de l'éducation, de base, qui est très importante. Et si nous voulons quand même que les progrès soient beaucoup plus importants et beaucoup plus visibles, il faudrait déjà qu'on joue sur ce levier-là. Dans la mesure où, du point de vue des mentalités, il y a eu des progrès quand même, hein, mais on a toujours ce statut de la femme qui existe au niveau de notre pays, à savoir que la femme est toujours considérée, il ne faut pas avoir peur de le dire, comme un peu inférieure à l'homme. On éduque l'enfant, la femme, par rapport à certains critères. La femme doit rester à la maison, la femme doit aider sa mère, le garçon est beaucoup plus, disons, libre de faire ce qu'il veut, c'est lui qui ne doit pas pleurer. Donc vous voyez, ce sont des stéréotypes qui existe encore de nos jours, il faut malheureusement le dire, et c'est ça qui crée un premier frein. La deuxième, c'est l'aspect religieux. Ça ne veut pas dire que la religion est un frein, loin de là, hein, parce qu'il y a des problèmes d'interprétation de la religion. Moi, je disais une fois que s'il n'y avait que des bons musulmans au Sénégal, et je le répète, nous n'aurions pas de problème, parce que la religion est très claire par rapport à la situation de la femme. Mais les interprétations sont telles qu'on veut mettre sur le compte de la religion ce qui n'existe pas. Alors, il y a des religions, des religieux plus exactement, qui sont, disons, très fermés et qui interprètent la religion de telle façon que finalement la femme n'a pratiquement pas de droit, si ce n'est que de suivre ce que son mari dit, si ce n'est simplement de s'occuper de sa famille et de son mari. Et ce qui me désole, c'est que, vous savez, le Sénégal a été le premier pays à avoir un code de la famille en 1972. Et tous les pays de la sous-région se sont inspirés de ce code de la famille pour faire le leur. Et ces pays sont des pays musulmans, pour la plupart comme nous, et beaucoup de pays sont arrivés à l'autorité parentale. Et moi, ça me désole parce que nous sommes en retard par rapport à ces pays-là, après en avoir été un exemple. Il y a aussi ce problème de l'avortement médicalisé. Vous avez vu
les dégâts que les viols et les violences sexuelles ont fait dans notre pays. Et nous avons réussi à avoir la criminalisation du viol et de la pédophilie. Je pense que de façon conséquente, il faudrait que nous ayons aussi la possibilité, comme le prévoient les instruments internationaux et régionaux. Et quand je parle de régionaux, moi je donne comme exemple le protocole de Maputo. Pourquoi le protocole de Maputo? Parce que c'est un protocole africain qui a été élaboré par des États africains dans un environnement purement africain et pour la femme africaine. C'est le protocole additionnel à la charte africaine. Donc ce protocole-là, dans son article 14, dit qu'il faut autoriser l'avortement médicalisé dans telle ou telle circonstance, viol, inceste, danger, lorsque la vie de la mère est en danger ou du fœtus. Donc je crois que c'est extrêmement important. Troisième point sur lequel je pense que c'est extrêmement important, moi, c'est la redevabilité de l'État. Vous savez, un État prend des engagements, il faut qu'il les respecte. Et nous devons, nous, société civile, faire en sorte que l'État puisse respecter ses engagements. Et c'est là où le bas blesse un peu par rapport à la société civile. Parce que je me dis que nous exerçons parce que nous avons trois activités. C'est l'activité d'alerte, de veille. On veille si on voit s'il n'y a pas de discrimination, s'il n'y a pas de violation des droits humains des femmes. Nous avons le deuxième élément, c'est l'alerte. Lorsqu'on voit qu'il y a des problèmes, on alerte pour que justement il puisse y avoir des réactions. Et puis notre troisième rôle, c'est la pression. Nous pouvons faire en sorte que l'État puisse, la société civile, je dis donc, mais formant un tout, parce qu'il faut aussi que nous soyons solidaires, il faut que nous soyons organisés, que la société civile puisse intervenir pour que l'État respecte ses engagements. Moi, je pense que le gouvernement, je commencerai par là, il faut qu'il assume ses responsabilités à ce niveau-là. Il faut qu'il respecte ses engagements, je l'ai déjà dit, je pense que c'est très important. Et je crois que de plus en plus, nous devons, au niveau de la société civile, demander à l'État de respecter ses engagements et lui demander de rendre des comptes. Il doit être redevable des engagements qu'il a pris au niveau des commissions internationales, enfin des organisations internationales. La deuxième chose, je pense que la société civile doit être structurée et doit être organisée. Notre problème, c'est que nous travaillons beaucoup en rang dispersé. Et quand je dis société civile, c'est toutes les organisations de défense des droits humains. Il faut que nous sachions que nous devons être solidaires, nous devons savoir ce que nous voulons. Il faut qu'on évite, et c'est ce qui se passe souvent, des problèmes de positionnement. Moi, je m'occupe de telle chose. Vous avez tellement, par exemple, je prends l'exemple de défense des droits humains. Vous avez beaucoup d'organisations qui s'occupent de défense des droits humains. Il faudrait qu'ils se regroupent chaque fois qu'il y a un problème, une violation des droits humains, qu'on travaille la main dans la main. Et c'est comme ça qu'on peut faire pression sur l'État. Il faut qu'on soit tous ensemble et qu'on puisse ensemble trouver les solutions et travailler en synergie. Il faudrait que la jeunesse s'implique de plus en plus, parce que nous avons joué notre partition, comme je le dis souvent. Nous sommes là pour encadrer les jeunes, pour les mettre en avant. Comme je dis, nous sommes l'arrière-garde. Quand il faut venir devant, on se met devant, parce que nous avons peut-être un peu plus d'expérience, nous avons peut-être, participé à pas mal de combats qui nous ont permis d'avancer. Mais à l'heure actuelle, c'est la jeunesse qui doit être à l'avant. Et que la jeunesse comprenne qu'il ne peut pas y avoir de conflit de génération, qu'elle comprenne cela. Nous avons été formés par nos mères, par des anciennes qui étaient là devant et qui sont les véritables, les premières pionnières qui ont ouvert la porte à cette avancée des droits humains. Et je crois que je suis quand même confiante, parce que je vois que les jeunes sont impliqués. Les jeunes sont conscientes de la responsabilité et je pense que si nous continuons ainsi, peut-être que nous on ne le verra pas, mais je crois que les nouvelles générations arriveront à faire en sorte que l'égalité homme-femme dans notre pays soit effectivement une réalité.